Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'heure bleue pour un nouveau podcast. Bon, on va pas se mentir, si vous avez fait le choix de cliquer sur ce podcast aujourd'hui, c'est que c'est sûrement pas le moment le plus funky de votre vie et je suis vraiment désolée pour vous. Se faire quitter ou mettre un terme à une relation, c'est une épreuve. C'est vraiment une épreuve et c'est toujours très douloureux. Sinon, vous n'auriez pas besoin de conseils et vous ne seriez pas ici. J'ai d'ailleurs en tête le passage d'un roman qui illustre assez bien cette situation et qui dit ceci. Le chagrin d'amour a cela de terrible qu'il est rarement considéré comme quelque chose de grave aux yeux du monde. La maladie, la détresse financière, les échecs professionnels, la perte d'un être cher, voici des drames qui inspirent compassion et empathie. Mais le chagrin d'amour est rarement perçu comme quelque chose de dramatique. Une petite peine de cœur, ça passera. Pourtant, la blessure béante qui s'ouvre de part et d'autre de la poitrine est d'une intensité innommable. On voudrait la vomir. Lacérante, lancinante, constante. Il n'existe pas d'analgésique qui puisse la soulager, et seul le temps finit par l'atténuer. Mais le temps, cet ennemi qu'on détestait parce qu'il filait trop vite jusque-là, se met alors à s'écouler au ralenti. Chaque heure prend des goûts d'éternité, et l'hémorragie semble inarrêtable. Peut-on survivre à cela ? Bon, la bonne nouvelle, c'est que oui, on y survit. La mauvaise nouvelle, c'est que ça prend du temps. Et l'autre mauvaise nouvelle, je vous la donne en mille, c'est que la souffrance est inévitable. Et plus on cherche à échapper à la souffrance, plus on crée de la tension et plus on ajoute de la souffrance. Mais assez logiquement, échapper à la souffrance ou faire cesser la douleur, c'est notre premier réflexe. C'est d'ailleurs certainement exactement la raison pour laquelle vous êtes en train d'écouter ce podcast. Vous cherchez une solution pour ne plus avoir mal. Et faire le deuil de la relation est une stratégie pour arrêter d'avoir mal. Alors on se met en quête de trucs et astuces pour tourner la page, pour oublier son ex, pour aller de l'avant, et on oublie la première étape et la plus fondamentale, accepter et accueillir notre souffrance. Est-ce qu'on peut juste, pendant 5 minutes, prendre le temps de s'asseoir avec cette souffrance ? Est-ce qu'on peut créer un espace suffisamment vaste à l'intérieur de soi-même pour que cette douleur puisse s'y déposer et vraiment, sincèrement, devenir cet espace sans jugement, sans attente, sans vouloir faire quoi que ce soit d'autre que juste offrir une pleine présence à notre part souffrante ? Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut se complaire dans sa souffrance et qu'il faut y rester et se noyer dedans. Non, je suis juste en train de dire qu'avant de vouloir faire quoi que ce soit, par exemple un soin énergétique ou voir une thérapeute ou faire une activité pour se vider la tête ou se changer les idées, etc., est-ce qu'on peut juste accueillir ce qui est en train de se passer et pour un petit temps développer notre capacité à rester avec ce qui est sans chercher à fuir ? Et ce qui est en ce moment, c'est la souffrance. Et si je suis capable de devenir ce vaste espace dans lequel ma souffrance peut se déposer, alors il y a déjà quelque chose qui se détend. Rappelez-vous, quand vous étiez petit et que vous vous écorchiez un genou, vous alliez pleurer vers votre maman. Et la première chose dont vous aviez besoin à ce moment-là, c'était pas qu'elle vous mette un sparadrap ou qu'elle vous dise que ça va passer ou qu'elle vous dise que ce n'est rien, parce que c'est pas rien, ça fait mal d'avoir un genou écorché. Non, avant tout ça, vous aviez juste besoin qu'elle vous prenne dans son espace, dans ses bras, là où vous pouviez vous déposer et juste pleurer contre elle, là où votre souffrance pouvait être accueillie jusqu'à ce que vous vous calmiez. Et ensuite, on désinfectait, on mettait un sparadrap et on repartait jouer. Et bien voilà, c'est à peu près à ça que ça ressemble. Donc pour moi, le premier pas, c'est de reconnaître sa douleur et d'accepter qu'elle fait partie du jeu. Il existe des pratiques, des méditations et d'autres techniques qui permettent de créer cet espace et qui permettent d'apprendre à être en présence avec ce qui est. Un thérapeute ou un enseignant spirituel peut vous aider aussi dans ce processus. Et c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose d'habituel et donc c'est normal que ce soit difficile et c'est normal d'avoir besoin de soutien pour y parvenir.
Vient ensuite le morceau consacré au mental. Alors juste pour qu'on se comprenne bien et qu'on utilise le même référentiel, ma définition personnelle du mental, eh bien c'est cette part de nous qui cherche constamment à tout comprendre, analyser, décortiquer et surtout solutionner. Le mental n'a aucune capacité à s'occuper du monde émotionnel et pourtant, il est incapable aussi de s'en détacher. Alors, il cherche des solutions et ses stratégies sont souvent plus délétères que soutenantes. Par exemple, il va vous repasser 100 fois la scène de la dernière fois que vous avez vu votre ex et vous proposer à peu près 1000 scénarios différents en prenant en compte toutes les options, tout ce que vous auriez dû dire, tout ce que vous auriez pu faire, quel autre comportement vous auriez dû avoir et quel dénouement tout ça aurait pu avoir si vous aviez fait ou dit différemment. Et vous allez ressasser, ressasser et ressasser encore, sans pour autant jamais solutionner quoi que ce soit. Au contraire, ce sont même ces pensées qui vont entretenir la souffrance et qui l'exacerbent. Le mental, attention, c'est un outil précieux, il ne faut pas le renier. Par contre, il faut qu'il soit à notre service et dans ce cas précis, on admettra volontiers que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc dans un premier temps, on se pose la question de savoir si oui ou non ces pensées peuvent apporter une vraie solution ou si elles sont complètement inutiles. Et quand on a affaire à des pensées inutiles, parce que jusqu'à nouvel avis, on ne peut pas changer le passé, alors on apprend à calmer son mental et à être ferme avec lui. Et là, il y a aussi différents moyens pour y parvenir. La première méthode, que j'appellerais entre guillemets la manière forte, c'est de lui couper la chic quand il commence son cirque. Soit on se met à chanter, soit on récite quelque chose, soit on compte jusqu'à 100, soit on se force à penser à autre chose. Mais pour ça, il faut encore être capable de voir quand notre mental nous embarque dans ses délires, parce que bien souvent, on ne s'en rend même pas compte. Et ensuite, une fois qu'on l'a repéré, donc on se montre ferme et on dit stop. Quand on voit que nos pensées comme ça se mettent à tourner en rond, eh ben, on va vraiment essayer d'arrêter ça. Mais ça demande quand même un effort assez considérable et il peut arriver qu'on doit faire ça à peu près 50 fois dans la même journée. Mais ça marche quand même plutôt assez bien et si on parvient à couper ces pensées qui génèrent de la souffrance, eh bien on va très vite constater que sans penser, eh bien il n'y a pas de souffrance. Et si on préfère une approche plus douce et plus en profondeur, mais qui demande plus de temps et plus de conscience, il y a ce que j'appelle la médiation intérieure. Là, on va prendre le temps, idéalement avec de l'aide et du soutien, d'aller à la rencontre de ce mental, de voir quelles sont ses aspirations profondes, de se relier émotionnellement à ses besoins, de les reconnaître et de lui communiquer en retour quels sont les besoins de notre part souffrante. Mais c'est une gymnastique intérieure qui demande d'avoir quand même suffisamment de recul pour se placer en observateur, aussi bien de son mental que de sa souffrance. Donc si on n'a aucune notion en CNV et si on n'est pas familier avec le concept des parts intérieures, c'est un processus qu'il faut faire en étant accompagné par quelqu'un qui a ces compétences-là. Et juste en passant, si vous voulez approfondir le sujet de ce que j'appelle les parts intérieures, vous pouvez écouter le podcast numéro 4 qui s'appelle tout simplement Comprendre nos parts intérieures. Voilà. Maintenant qu'on a découvert comment s'occuper de sa souffrance et de son mental, on va aller voir plus en profondeur où se trouve le deuil à faire, à quel endroit exactement il y a un deuil à faire. Parce que si vous aimez tant cette personne, eh bien c'est en partie parce qu'en sa présence, certains de vos besoins fondamentaux sont comblés. C'est pour ça que cette personne vous apparaît comme irremplaçable. C'est parce que vous avez inconsciemment amalgamé le nourrissement de vos besoins avec la présence de cette personne. Alors plus concrètement, si par exemple vous vous sentez vibrer en sa présence, alors vous pensez qu'il ou elle est la source de votre vibration et que cette vibration-là n'est pas possible sans l'autre. Il en va de même pour les activités que vous aimiez partager avec lui ou elle. Admettons par exemple que vous aviez comme petit rituel de regarder un film le dimanche soir dans les bras l'un de l'autre. Et ce moment-là, c'était vraiment précieux pour vous. Ça avait une saveur unique, c'était juste génial pour vous. Et maintenant, si je vous dis que vous pouvez vivre ça avec n'importe qui d'autre, vous allez évidemment me dire que non, vous n'avez pas du tout envie de mater un film dans les bras de votre patron, et c'est bien normal. Par contre, ce que vous aspirez à vivre et vos besoins fondamentaux, ce sont ceux qui étaient nourris par le fait de regarder un film dans les bras de votre ex. Donc là, on va parler concrètement, par exemple, de besoins de partage. Il peut y avoir un besoin de tendresse, de chaleur,
humaine, de complicité. Enfin voilà, ça peut être plein de choses, ça peut être un besoin de détente, ça peut être des tas de besoins différents qui sont nourris par ça. Et c'est à cet endroit-là qu'il y a un deuil à faire. Mais vous n'allez pas faire le deuil de vos besoins, attention, surtout pas, mais le deuil de la stratégie qui vous semble actuellement la seule possible pour combler ces besoins. Et la stratégie, c'est donc votre ex. On va alors prendre le temps de se relier à ces besoins qui étaient nourris dans la relation et on va donner de l'espace à ces besoins. Comme avec la souffrance, au début de ce podcast, on va juste prendre le temps de se relier à ces besoins, de les reconnaître et de voir combien ils sont précieux. Cela nécessite quand même de savoir faire la différence entre besoin et stratégie, entre besoin et jugement, entre besoin et attente. Donc encore une fois, il peut être utile de se faire accompagner par une personne compétente pour parvenir à trouver quels sont ses besoins et s'y relier. Surtout, si on n'est pas familier avec le monde de la CNV, de la communication non violente. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé ces besoins et qu'on s'y reliait vraiment dans le cœur, on va voir quel est le plus petit pas possible qu'on peut faire pour aller dans le sens du nourrissement de ces besoins qu'on a détachés de la personne aimée. Pour reprendre l'exemple d'avant, si par exemple j'ai besoin de tendresse, je prends déjà le temps de me relier à la beauté de ce besoin et de voir comme il est universel, de reconnaître la part de moi qui aspire tant à vivre la tendresse. Et je vais prendre le temps d'accueillir cette part justement avec tendresse. Et ensuite, je vais me demander quel petit pas je peux faire au quotidien pour nourrir la tendresse en moi. Même si ma préférence, évidemment, c'est de vivre la tendresse avec l'être aimé, j'essaye de trouver une façon de contribuer au moins un tout petit peu à nourrir mon besoin de tendresse par d'autres stratégies. Je peux m'acheter un chaton ou une énorme peluche. Je peux aussi aller voir mon meilleur ami pour qu'il me serre dans ses bras. Je peux rendre visite à ma grand-mère qui sent toujours bon le gâteau aux pommes. Et si je ne trouve aucune stratégie qui me permette de nourrir un tout petit peu mon besoin de tendresse, alors je dis simplement à la part de moi qui a besoin de tendresse que j'ai entendu son besoin, que j'ai l'élan d'en prendre soin, que j'ai vraiment cet élan, que j'ai cette intention, mais qu'en ce moment, je ne sais pas comment faire. Alors, pour résumer ce chapitre, on va donc prendre le temps de voir qu'est-ce qu'on aimait le plus vivre avec l'autre, on va traduire ça en termes de besoins et on va prendre le temps de s'y relier pour ensuite faire le plus petit pas possible dans la direction du nourrissement de ces besoins. Autre chapitre, la culpabilité. Si vous vous sentez coupable, si vous estimez que c'est de votre faute, si tout a foiré, si vous avez fait une bêtise, entre guillemets, et que la culpabilité vous envahit, alors on peut pratiquer exactement de la même manière qu'avec la souffrance. On se crée un espace intérieur où déposer cette culpabilité, où elle peut être reconnue et vue. On peut aussi se relier aux besoins de cette part que vous estimez fautive, parce que même si aujourd'hui vous regrettez vos actes ou vos paroles, même si vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous avez agi ainsi ou qu'est-ce qui vous a pris, il y a une autre part de vous qui, au moment de fauter, entre guillemets, avait un besoin important à nourrir et qui a peut-être choisi une mauvaise stratégie pour le nourrir, mais ce besoin était là, et le reconnaître, l'accueillir, même si vous regrettez aujourd'hui la façon dont vous l'avez nourri, ça vous permettra d'avoir un peu plus de tendresse et de douceur envers vous-même. Vous flageller ne fera qu'entretenir la culpabilité et ajouter encore davantage de souffrance à celle existante. Et enfin, dernier point, c'est de s'autoriser à mettre du temps à tourner la page. Vous allez certainement traverser différents états, vivre peut-être les fameuses 5 étapes du deuil. D'ailleurs, ces étapes sont à prendre avec des pincettes et ne sont pas une vérité absolue. Vous les vivrez peut-être toutes, peut-être seulement certaines, peut-être dans un autre ordre, mais plein d'états vous animeront et la clé réside dans sa propre capacité à accueillir et amortir ce qui est. Plus vous arriverez à être tendre envers vous-même, plus vous arriverez à accepter de ne pas avancer aussi vite que vous l'aimeriez, plus vous cesserez de vous tyranniser, alors plus vite la souffrance s'estompera. En définitive, c'est en acceptant pleinement de souffrir que la souffrance disparaît. Voilà, si vous avez des commentaires, des questions ou si vous voulez partager vos expériences, n'hésitez pas à le faire en commentaire et je vous lirai avec grande attention. Et naturellement, je suis aussi à votre disposition si vous avez besoin de vous faire accompagner sur votre parcours.
Voilà, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.